Merci beaucoup pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de se retrouver ici à l'AMCAR pour vous parler de sujets qui nous tiennent à cœur. Et je remercie l'ensemble du bureau de l'AMCAR et en particulier son président, le professeur Saïd Shraibi, pour cette invitation. Donc la question, est-ce qu'il existe de bonnes indications du mitraclide dans l'insuffisance mitrale secondaire? Je vous remercie pour le défi que vous m'avez lancé, puisque je vais parler aujourd'hui devant deux des plus éminentes cardiologues interventionnels de France. Et mon domaine, ce n'est pas la cardiologie interventionnelle, c'est l'échographie, donc j'arrive un peu avant, mais j'espère que je n'aurai pas trop de critiques de leur part. Donc vous savez que les mécanismes d'insuffisance mitrale secondaire sont de deux types. Soit vous avez une insuffisance mitrale de type atrial par dilatation de l'anneau, soit vous avez une insuffisance mitrale qui est secondaire à la dilatation du ventricule gauche, qui peut être symétrique ou asymétrique, avec une restriction de mobilité des feuillets. La physiopathologie de l'insuffisance mitrale secondaire est assez complexe. On ne va pas revenir en détail dans cette présentation, mais globalement, l'ensemble des modifications qui intéressent donc soit l'oreillette gauche, soit le plus souvent le ventricule gauche, vont concourir à un déséquilibre entre les forces de fermeture de la valve mitrale et les forces qui concourent au maintien de cette valve ouverte en systole. Le primum movens, dans la plupart des causes d'insuffisance mitrale secondaire, c'est le remodelage ventriculaire, et ce remodelage ventriculaire va pouvoir, dans certaines circonstances, entraîner une insuffisance mitrale secondaire ou fonctionnelle. Mais il existe un cercle vicieux, une liaison dangereuse entre l'insuffisance mitrale et le remodelage ventriculaire, puisque l'insuffisance mitrale va aggraver le remodelage ventriculaire, et ce remodelage ventriculaire va aggraver l'insuffisance mitrale. Et la bonne question finalement qu'il faut se poser, c'est celle qui est présentée sur ce papier, et de savoir donc s'il convient de traiter la fuite mitrale ou s'il vaut mieux s'intéresser au ventricule gauche, au myocarde, qui est responsable de la plupart des situations d'insuffisance mitrale secondaire. Alors quelques mots de physiopathologie encore. Lorsque vous avez un cœur normal, que vous subissez une agression, un infarctus, une autre cause de myocardiopathie, peu importe, vous allez pouvoir développer une insuffisance mitrale secondaire lorsque la fraction d'éjection va être en dessous de 35-40%. Et à ce stade, si vous appliquez les traitements qui sont adéquats, notamment les traitements médicamenteux, vous pouvez espérer, dans un certain nombre de cas, obtenir un remodelage reverse et revenir à un volume ventriculaire gauche qui est à peu près normal et réverser en même temps l'insuffisance mitrale secondaire. Par contre, si vous laissez évoluer la pathologie ou que celle-ci évolue malheureusement malgré les traitements, vous allez progressivement atteindre un stade où vous avez un remodelage ventriculaire qui est irréversible et la seule évolution possible à ce stade-là, ce sera l'insuffisance cardiaque terminale, le décès ou la transplantation, l'assistance circulatoire. Si on regarde l'ensemble des études qui ont montré un bénéfice en termes de survie dans l'insuffisance cardiaque, eh bien, ces études, pour la plupart, se situent sur une droite de régression qui est présentée ici, qui met en parallèle le remodelage ventriculaire en télésystole de base, avant l'intervention thérapeutique, et ici, le bénéfice que vous pouvez avoir en termes de remodelage ventriculaire. Et vous voyez que toutes ces études s'inscrivent sur une même courbe de régression, c'est-à-dire plus vous avez un remodelage initial, plus vous pouvez espérer obtenir un remodelage reverse et plus vous pouvez espérer avoir un bénéfice en termes de survie. Et vous voyez, ceci s'applique aussi bien aux thérapeutiques de resynchronisation, qu'aux bêta-bloquants, qu'aux IEC, aux procorallants, par exemple. Il y a deux études qui sortent de ce paradigme, qui sont l'étude Miracle, qui était une étude randomisée en double aveugle avec le défibrillateur et la resynchronisation, et probablement un effet du défibrillateur sur la mort subite, et les plérénones, qui est l'étude de Fayez Zanad à Nancy, qui passe probablement aussi par un effet bénéfique sur la survie rythmique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une insuffisance mitrale secondaire sévère? C'est un problème qui est très important et les recommandations, les guidelines internationaux sont revenus sur les définitions. Maintenant, on considère qu'une insuffisance mitrale sévère secondaire, c'est une insuffisance mitrale qui est hémodynamiquement sévère. On pourrait se demander pourquoi, finalement, on a choisi des seuils qui étaient beaucoup trop bas initialement. Et donc, la définition, ce sont les critères habituels de l'insuffisance mitrale sévère. Et le plus intéressant, peut-être, dans le contexte de l'insuffisance cardiaque, c'est la fraction de régurgitation qui doit être supérieur ou égal à 50%, 45% peut-être.
Et on peut prendre des seuils qui correspondent à des insuffisances mitrales en théorie modérée, au moins supérieures à 30 mm par mètre carré si l'orifice est elliptique, ce qui est très fréquemment le cas dans l'insuffisance mitrale secondaire, et un volume de régurgitation qui est au moins de 45 ml. C'est ça la définition d'une insuffisance mitrale secondaire sévère. Alors intéressons-nous maintenant aux études randomisées. Vous savez qu'il y en a deux, l'étude MITRA-FR, l'étude française, qui est une très belle étude bien conduite, mais malheureusement les résultats étaient décevants puisqu'on ne retrouvait pas d'effets bénéfiques en termes de survie et de nouvel événement d'insuffisance cardiaque entre le groupe qui avait le MitraClip et le groupe qui était traité de manière conventionnelle pour son insuffisance mitrale secondaire. Et donc cette étude tendait à laisser penser que finalement le coupable c'était le ventricule gauche et pas la fuite mitrale, et qu'on ne pouvait pas avoir un bénéfice en termes de survie en tout cas en s'intéressant à la valve mitrale. Mais dans le même numéro de New England, vous aviez l'étude COAPT qui, elle, était tout à fait positive. Alors il va falloir s'intéresser aux différences entre les deux groupes de patients, entre les deux études. Dans cette étude COAPT, comme vous pouvez le voir, avec une analyse qui est un petit peu différente, vous avez un bénéfice qui est tout à fait certain sur les épisodes d'insuffisance cardiaque, et vous avez également un bénéfice qui est tout à fait certain sur la mortalité de toute cause, avec une différence qui apparaît au bout de 9 à 12 mois, significative au bout de 9 à 12 mois, comme vous pouvez voir, et qui s'accentue au cours du temps. Alors, lorsqu'on compare les deux études, le nombre de patients est le double dans l'étude COAPT, donc ce qui donne une puissance statistique supérieure, la durée de suivi est le double, la fraction d'éjection est identique, le volume télédiastolique du ventricule gauche semble un peu moins important, mais là, il y a un certain nombre de données qui laissent penser que le volume a été moins bien mesuré aux États-Unis qu'en France, où on avait un spécialiste de l'échographie qui a fait les mesures. Par contre, ce qui est tout à fait clair, c'est que la fuite mitrale était plus sévère dans l'étude COAPT. Les patients étaient probablement mieux traités sur le plan médicamenteux puisqu'ils devaient avoir un traitement optimal avant d'être randomisés dans l'étude. Le taux d'insuffisance mitrale résiduelle était moindre, mais probablement parce que le remodelage ventriculaire gauche était plus défavorable et se poursuivait chez les patients MITRA-FR. Le taux de complication de procédure était un petit peu différent également. Par contre, la mortalité à 1 an était tout à fait comparable entre ces deux études, de l'ordre de 20% de mortalité, vous voyez, chez les patients qui ont quand même un très mauvais pronostic. Alors, si on regarde un peu les critères d'inclusion maintenant, il n'y avait pas beaucoup de critères d'exclusion dans l'étude MITRA-FR, avec des critères d'inclusion relativement larges, alors que dans l'étude COAPT, les critères d'exclusion concernaient un remodelage excessif du ventricule gauche, mais également les atteintes sévères du ventricule droit et de la circulation pulmonaire. Et cela semble rétrospectivement, bien entendu, tout à fait logique d'éliminer ces patients qui ont une cardiopathie globale très sévère. La fraction d'éjection devait être supérieure à 20%, et l'insuffisance mitrale devait être au moins modérée, donc au moins de grade 3. Est-ce que le bénéfice se maintient au-delà de l'étude, c'est-à-dire à 3 ans? Oui. Dans cette analyse qui a été publiée en 2021, vous voyez qu'il y a un maintien du bénéfice en termes de mortalité toute cause et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque dans l'étude COAPT. Si on essaye de séparer les patients de l'étude COAPT et d'identifier un sous-groupe, qui est le sous-groupe 1, qui est présenté ici, de patients qui correspondent plutôt à l'étude MITRA-FR, eh bien on s'aperçoit qu'il n'y a pas de bénéfice dans ce sous-groupe en termes d'insuffisance cardiaque ou de décès, et pas de différence en termes donc, de décès ou de survie, comme vous voulez, dans ce sous-groupe. Donc effectivement, probablement, les patients du MITRA-FR n'étaient pas sélectionnés de manière assez stringente. Alors quel est l'effet global dans l'étude COAPT sur la mortalité du MitraClip? Vous avez ici un graphique qui vous présente le bénéfice en termes de survie de l'ensemble des thérapeutiques que l'on a pu implémenter au cours du temps dans l'insuffisance cardiaque, dans des populations qui sont sélectionnées à chaque fois. Mais vous voyez que le bénéfice en termes de mortalité va entre moins 15 et moins 35%. Et vous avez un bénéfice, et bien entendu, de défibrillateur ou de la resynchronisation. Si vous mettez le MitraClip dans l'étude COAPT, le bénéfice en termes de survie est au moins aussi important que d'autres traitements tels que les bêta-bloquants chez ces patients. Donc il y a, parmi les patients qui ont été sélectionnés pour COAPT, un bénéfice évident du MitraClip en termes d'insuffisance cardiaque et de survie. Alors pour comprendre quels sont les patients qui peuvent bénéficier du MitraClip, il faut s'intéresser à un nouveau concept ou un nouveau paradigme qui est la notion d'insuffisance mitrale disproportionnée.
Pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une insuffisance mitrale proportionnée? Ça a été calculé à partir de l'équation de Gorlin notamment. Une insuffisance mitrale proportionnée, c'est une insuffisance mitrale qui est prédite par la dilatation du ventricule gauche, qui est adaptée à cette dilatation ventriculaire, en admettant qu'il n'y a pas d'élongation des feuillets valvulaires mitrales qui vont assurer une bonne continence malgré le remodelage ventriculaire gauche. Et dans cette situation-là, le pronostic est porté par le remodelage ventriculaire gauche et non par la dilatation et non par l'insuffisance mitrale, pardon. Et donc, vous pouvez espérer avoir un effet bénéfice du traitement médicamenteux. Si vous voulez un critère, ce qui n'est pas forcément très facilement applicable en clinique, c'est le rapport entre la surface d'orifice régurgitant et le volume diastolique du ventricule gauche. Et il a été montré, ou il a été proposé, que lorsqu'il était inférieur à 0,15, on se retrouvait sur une insuffisance mitrale proportionnée qui, a priori, bénéficierait moins du mitraclip. A l'inverse, l'insuffisance mitrale disproportionnée, c'est l'insuffisance mitrale qui est plus sévère que ce qui est attendu par la dilatation ventriculaire gauche. Ce sont essentiellement des patients qui ont des anomalies locales de contraction. Certains ont appelé ce type d'insuffisance mitrale une insuffisance mitrale tertiaire. Tout cela pour dire que c'est une insuffisance mitrale qui est certes secondaire, mais qui a des caractéristiques d'insuffisance mitrale primaire, puisqu'elle est disproportionnée par rapport au remodelage ventriculaire gauche. Et le pronostic chez ces patients est porté par la fuite mitrale, et il est plus grave que les patients qui ont une insuffisance mitrale proportionnée. La valeur discriminante, c'est 0,15 pour le rapport entre SOR et volumétrie diastolique du ventricule gauche. Il a été proposé que ces IM disproportionnés survenaient chez des gens qui ont une dilatation plus modérée, inférieure à 190-200 millilitres, donc du ventricule gauche, mais ce n'est pas tout à fait certain que cette valeur soit exacte. Une autre manière de présenter les choses, c'est ce graphique qui était donc par les initiateurs de ce paradigme, c'est-à-dire Grayburn et Paker. Et vous voyez qu'on peut classer, les patients en trois types en fonction du remodelage ventriculaire gauche et de la sévérité de l'insuffisance mitrale. Les patients qui ont une insuffisance mitrale non sévère, les patients de Mitra AFR qui sont à peu près ici avec une IM proportionnée mais modérément importante, et puis les patients de coap qui ont une insuffisance mitrale disproportionnée par rapport à la dilatation ventriculaire. Et donc, ce qui a été proposé, c'est que finalement, les patients qui ont une insuffisance mitrale proportionnée vont pouvoir bénéficier complètement des traitements conventionnels de l'insuffisance cardiaque, tous les traitements neuro-hormonaux, éventuellement la resynchronisation et puis d'autres traitements. Et par contre, les patients qui ont une insuffisance mitrale disproportionnée pourraient bénéficier d'un traitement spécifique comme, encore une fois, la resynchronisation cardiaque, le mitraclip ou la réparation valvulaire mitrale. Mais ces patients-là, on ne pourra leur proposer ce traitement que si on a bien fait le traitement précédent, c'est-à-dire le traitement médicamenteux optimisé. Voici ici présenté sur le graphique précédent le positionnement des différentes thérapeutiques en fonction du type d'IM modéré, proportionné ou disproportionné, et le bénéfice attendu de ces différents traitements. Et vous voyez que dans l'IM disproportionné, on peut avoir un bénéfice de la resynchronisation cardiaque dans certains cas, du remplacement valvulaire mitral ou de la réparation valvulaire mitrale. Et se pose la question aussi des bêta-bloquants, mais qui de toute façon doivent être implémentés au maximum des doses tolérées avant d'envisager un autre geste. Alors, est-ce que ceci est applicable dans la vraie vie ou à peu près? Il faut se pencher notamment sur le registre EuroSMR qui a inclus plus de 1000 patients et les patients ont été subdivisés en 3 groupes en fonction de la présence d'une insuffisance mitrale très modeste, proportionnée ou disproportionnée. Et vous voyez que lorsqu'on regarde le pronostic de ces patients, les patients qui ont une insuffisance mitrale proportionnée ici après traitement par mitraclip ont un pronostic qui est plus défavorable que les patients qui ont une insuffisance mitrale disproportionnée ou à la rigueur proportionnée, c'est-à-dire un équilibre entre la sévérité de la fuite et le remodelage ventriculaire. Et donc on a l'impression que ces données, ce nouveau paradigme, effectivement, s'applique dans des conditions de registre. Une autre sous-étude de ce registre a été de classer les patients en fonction de l'étude, en fonction des critères d'inclusion dans l'étude COAPT ou Mitra AFR, et ils ont classé les patients éligibles et inéligibles de COAPT, éligibles et inéligibles de Mitra AFR. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que pour les patients classés en 2 groupes selon les recommandations de COAPT, éligibles ou inéligibles, eh bien, les patients éligibles ont un meilleur pronostic que les patients inéligibles. Et par contre, il n'y a pas de différence significative lorsqu'on classe les patients en fonction des critères Mitra-FR, ce qui prouve encore une fois que probablement les critères Mitra-FR n'étaient pas assez stringents.
Alors un dernier travail, et je vais en avoir bientôt fini, qui est un travail très intéressant de phénomapping sur l'insuffisance mitrale secondaire qui a été publié récemment. Et les auteurs ont utilisé plus de 30 critères échographiques notamment, et puis des critères biologiques pour classer par une approche de machine learning non supervisée les patients en 4 groupes différents. Donc c'est un apprentissage automatisé par la machine. Et vous voyez que vous avez ici des patients qui ont une dilatation de l'oreillette gauche et du ventricule gauche qui sont très modestes, une dilatation modérée de l'oreillette gauche et du ventricule gauche, une dilatation sévère de l'oreillette gauche et du ventricule gauche, et puis un groupe qui est à part ici, qui a une dilatation importante de l'oreillette gauche et une dilatation beaucoup moins importante du ventricule gauche. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le pronostic de ces patients, eh bien c'est le groupe 3, le cluster 3, c'est-à-dire ceux qui ont une dilatation importante de l'oreillette gauche et un ventricule gauche qui est peu remodelé avec une insuffisance mitrale secondaire sévère, qui ont le plus mauvais pronostic sous traitement médicamenteux. Et ceci persiste en analyse multivariée, suggérant que chez ces patients-là, il faut typiquement traiter la valve mitrale, ce qui rejoint les données de l'étude COAPT. Donc voici les recommandations très rapidement qui sont données par la Société européenne. En clair, lorsque vous avez une insuffisance mitrale secondaire, il faut optimiser le traitement médicamenteux, c'est très important, il faut aller au bout du traitement médicamenteux, au bout des doses tolérées. Éventuellement, s'il y a une indication très claire de resynchronisation, il faut le faire. Et ensuite, il faut réévaluer l'insuffisance mitrale. Est-ce qu'elle reste sévère, avec les critères actuels acceptés, ou pas? Si vous avez une coronaropathie associée, eh bien, vous pourrez faire un pontage coronarien en même temps qu'une chirurgie de la valve mitrale, avec une insuffisance mitrale sévère. Et puis, sinon, si vous n'avez pas de coronaropathie, la fraction d'éjection est supérieure à 50%, on pourrait dire 40-45%, avec des symptômes qui persistent, on peut envisager une chirurgie valvulaire mitrale parce que finalement, le comportement de cette fuite mitrale, c'est comme une insuffisance mitrale primaire. Et par contre, si on a une fraction d'éjection inférieure à 50% ou inférieure à 45%, de même des symptômes qui persistent, une anatomie favorable et pas de critères défavorables pour que ces patients bénéficient d'une prise en charge, on peut envisager le MitraClip ou, en fonction des conditions, la chirurgie valvulaire mitrale. Et si je peux avoir ma conclusion, je n'ai plus la main. Voilà. Donc pour conclure, l'insuffisance mitrale secondaire, c'est une pathologie ventriculaire et valvulaire. Il y a un intérêt théorique du rapport entre la SOR et le volume T diastolique du ventricule gauche. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est analyser la situation pour savoir si la fuite est excessive par rapport à la dilatation ventriculaire gauche. Et les bons patients, après optimisation du traitement médicamenteux, c'est ceux que je vous ai décrits jusqu'à présent, qui restent symptomatiques, qui restent avec une IM sévère et qui ont finalement les critères de COAPT qui pourraient bénéficier de cette réparation valvulaire mitrale. Je vous remercie pour votre attention et je vous promets d'être plus court sur le deuxième topo, donc je rattraperai mon temps. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Le Tourneau, pour cette excellente présentation qui suscitera sûrement des questions.